Bonsoir, la joie est identique. Chaque fois que je vous sais nombreux à regarder ce programme, merci infiniment de cette fidélité à nos programmes ici sur STV. Carte sur table, donc 21h, 23h, nous sommes mardi le 29 juin 2021. 4 invités, 3 thèmes. Ce soir, on parlera notamment de ce qu'on a qualifié au Cameroun ou alors baptisé Covid-19. Cette histoire de la gestion des fonds en relation avec la pandémie qui sévit à travers le monde. Ici au Cameroun, beaucoup observent, ou du moins la Chambre des comptes a fait un rapport qui donne des grincements dedans. Un rapport qui indexe un certain nombre de personnalités. On en parlera ce soir pour nous interroger après un double report au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale notamment, au Parlement, au sein duquel on aurait dû présenter ce rapport-là. Voilà que depuis 24 heures ou un peu plus circule une synthèse de la première partie de ce rapport. On va essayer de décrypter ce dit rapport. Cela dit, on parlera également du tribalisme d'État. Qu'en est-il au Cameroun? C'est sous fond d'interrogation. D'aucuns estiment qu'au Cameroun, désormais, dans les nominations, du moins un certain nombre de questions en relation avec la gestion des affaires publiques, il est imposé ou instauré comme une forme de tribalisme en faveur, on va le dire comme ça, des proches ou alors de la tribu ou du groupe ethnique du président de la République. Donc on parle davantage de Betty Boulou ou alors des Écans. On en parlera ce soir pour essayer de voir ce qu'il en est véritablement. On terminera, si le temps nous le permet, ou qui sait peut-être, en parlant d'éthique et de politique. Que valent véritablement nos hommes politiques? Y a-t-il conscience en politique? Sont-ils des saints dans ce milieu-là? Des questions et d'autres auxquelles on espère que les invités pourront apporter des réponses pour davantage éclairer la lanterne de nos nombreux téléspectateurs. Maître Fidèle Djoumessi, bonsoir. Bonsoir, député, et je salue tous vos téléspectateurs qui sont davantage nombreux à ce rendez-vous de mardi, au cours duquel nous essayons d'apporter un éclairage sur les questions qui nous préoccupent sur le plan national comme sur le plan international. Et merci. André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Cartes sur table. C'est toujours une joie, avec beaucoup de joie, que je participe au débat et que j'apporte ma contribution à l'édification de la pensée nationale, parce que je suis très honoré de faire le débat avec le président Sambaka, que je n'ai pas vu depuis, à qui j'adresse mes salutations fraternelles, à Monsieur Maître Fidèle Djoumessi, qui est un peu la lanterne rouge du MRC depuis qu'on ne le voit pas. Et c'est une révélation. Je voudrais également saluer Maître Payere du SDF. Je voudrais également saluer tous les militants du RDPC qui sont à la tâche tous les jours et qui travaillent comme des termitières pour apporter la victoire au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Maître Paul Payere, bonsoir. Je rappelle André Luther Meka du RDPC. Oui, bonsoir député, bonsoir copanistes, bonsoir téléspectateurs. Je crois que les thèmes de ce soir, ce sont des thèmes assez sensibles. Je crois, moi et le SDF, je serai à la hauteur. Nul besoin de rappeler que vous êtes du SDF. Et puis enfin, Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs, bonsoir à tous les Camerounais. Il faut préciser avec insistance que vous êtes désormais à l'AFP. Oui, désormais je suis à l'AFP. Nous préparons activement notre congrès, convention. Et je pense que de plus en plus, on me verra dans les médias. Si vous en avez convenance, cher monsieur, commençons peut-être par le tribalisme d'État. Et on en débat juste derrière la transition. Alors, je l'ai dit en résumé, en une phrase comme en deux. D'aucuns estiment évidemment que pour ce qui est de la gestion des affaires publiques, on observe comme une accaparation des postes de décision, des postes sensibles, des postes d'orientation, de politique générale, de mise en œuvre des politiques. Au Cameroun, une accaparation donc du pouvoir par une seule ethnie, à savoir les Bétiou, plus précisément les Boulous.
est digne du président de la République, Paul Biya, ou alors ce groupe, ce grand groupe, les ECAN, qui, évidemment, dont on estime que ceux-là sont ceux qui occupent la majeure partie des postes de décision, je veux dire que ce soit dans les ministères, au niveau de la préfectorale, et bien d'autres entités, dans les concours, ENAM et autres, à la police, dans l'armée. Voilà un peu le tableau planté. De prime abord, d'abord, Fidèle Ndioumbé, vous faites le même constat, je veux dire, vous avez le même sentiment? Oui, j'ai le sentiment que dans notre pays, il y a ce tribalisme d'État et que le tribalisme d'État dans notre pays date depuis la période coloniale et également s'est poursuivi après les indépendances et se renforce de nos jours sous le régime RDPC. Souvenez-vous que lors de la période coloniale, à partir du moment où le Cameroun était placé sous tutelle de la France, c'est-à-dire où le Cameroun devait être préparé à accéder à la souveraineté, à l'indépendance, et qu'il y avait cette création, c'est-à-dire cette liberté politique qui avait donné la possibilité aux Camerounais de créer des partis politiques. Il y avait plusieurs partis politiques à l'époque. Et parmi les partis politiques, le parti qui s'affirmait beaucoup plus pour le bien-être des populations du Cameroun et beaucoup plus pour l'indépendance, c'était l'UPC. Et à l'époque, l'UPC était ancré dans les régions de l'Ouest et les régions Bassa. Et je pense le Premier ministre de l'époque, André-Marie Mbida, qui, au lieu de faire le débat idéologique et relativement à ce parti, dans l'un de ses discours, avait stigmatisé les Bassa, la communauté Bassa, parce que le leader de l'époque appartenait à cette communauté, donc Oumniobé, et avait mis, et de cette façon, par ce tribalisme, avait tenté d'étiqueter les Bassa comme l'ennemi de la République. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Nous avons connu ça avec le SIF et que ceux qui appartenaient dans la zone, dans l'aire géographique du leader du SIF ont été désignés comme des ennemis de la République et presque exclus de la gestion des affaires publiques. Et aujourd'hui, nous avons le cas avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ah bon? Tout simplement parce que nous avons un leader qui appartient à une communauté. Cette communauté aujourd'hui est désignée comme l'ennemi de la République et comme une communauté qui ne devrait pas aspirer à la gestion du pouvoir, même si, parce qu'il y a un discours élaboré jusqu'à où les gens sont allés jusqu'à parler de l'énofascisme, et pour dire que les personnes appartenant à telle communauté sont énofascistes, c'est une communauté énofasciste et que pour cela, il ne faut pas qu'une personne appartenant à cette communauté puisse accéder au pouvoir. Non, lorsqu'on parle... Ça, c'est écrit, c'est... Non, non, c'est pas écrit, parce que il faut comprendre que lorsqu'on parle de tribalisme d'État... D'accord, pour finir. Oui, pour finir. Il faut que lorsqu'on parle de tribalisme d'État dans un contexte comme le nôtre, il faut comprendre que nous sommes dans une nation multiculturelle, dans une nation multi-ethnique, et que lorsqu'on prend les deux approches, les deux conceptions de la nation, la conception objective et la conception civique, la conception objective qui est allemande, qui considère que la nation, c'est les membres d'un seul groupe, c'est-à-dire qui parlent la même langue, les membres qui ont une communauté biologique et qu'il y a un peu il y a une harmonie au sein de la communauté par rapport à la culture. Et la nation à laquelle nous appartenons est une nation civique qui est basée sur la volonté de vivre ensemble. Et lorsqu'il y a cette volonté de vivre ensemble, ça doit se faire à travers les règles qui sont
situés, et également à travers des pratiques et des comportements des Merci. personnes qui sont en charge de diriger l'État. Donc aujourd'hui, quand on voit le tribalisme, ce n'est pas à travers les règles, c'est à travers les comportements et les pratiques des personnes qui sont en charge Détenteurs du pouvoir public. exact. Merci, Maître Fidel Nouessi. Maître Paya, vous faites le même constat ou alors vous avez une approche différente? Bon, c'est presque la même chose, mais je vais partir d'une certaine période. Parce que là, je vais partir plutôt de 82. 82. 82. Mais Dioubessi, il est parti d'avant Il est les parti indépendances, d'avant les indépendances, avec il a analysé. André-Marie Mbida. Je le lui concède. D'accord. Je ne suis pas opposé à ce qu'il a dit. Il y a réellement un tribalisme qui existe dans ce pays. Je parle de 82, pourquoi? Parce que peut-être sous Aïjo, il y avait ce qu'on appelait État-nation. Et le mot nation, ça circulait un peu très bien, ça sonnait bien dans les oreilles des Camerounais. Mais en 82, quand le chef de l'État prend le pouvoir, je le respecte avec tout son âge, et il y a les principes qui vont, rigueur et moralisation, à bas le népotisme, à bas le tribalisme, à bas. Mais on constate que ces abats, ça s'est tourné plutôt en encouragement de ces mots, de ces fléaux. Parce que le népotisme ou le clientélisme, le tribalisme s'est érigé. Parce que quand nous parlons, nous regardons aujourd'hui ce que c'est que le Cameroun, comment le Cameroun est géré. Parce qu'analyser, à voir comment les choses se passent, c'est comme si certains étaient faits pour être écartés. Il a bien fait de parler du SDF. Le SDF en 90-92. Alors, peut-être l'anglophone, si on peut rapprocher cela à une tribalité, parce que peut-être il y a toujours les exagérations au Cameroun à un certain moment. Peut-être celui qui ne cause pas le même langage ou la même langue ou la même dialecte avec vous. Et comme s'il était un Camerounais à part ou entièrement à part. Donc quand nous voyons cela, quand le SDF en 92, après toutes ces évolutions, le SDF en 92, bon, je ne dirais pas, et quand je dis, bon, ça, le SDF effectivement en 92 a pu renverser la vapeur avec l'union sacrée qui était avec le SDF, a pu inverser la tendance. Mais on a dit, si c'est un anglophone, ne passera pas. Bon, bien sûr, avec le concours de nos puissances coloniales. Donc, tout cela, s'il faut assimiler l'anglophone à une tribu, parce que certains voient déjà cela de cette manière, bon. Et aussi assimiler d'autres tribus aux tribus réellement. Nous voyons que, quelque part, on fait comme si certaines tribus ne pourront jamais gérer ce pays. Et c'est vrai. Je ne voudrais pas reprendre ici certains termes qui ont fait très mal choquer les Camerounais, mais choquer particulièrement. On dit telle tribu ne pourra jamais gérer ce pays. C'est une aberration. Et c'est ça, les stigmates, les marques du tribalisme. Nous parlons, nous sommes Camerounais. Il faut parfois dire des choses parce qu'au grand mot, comme on le dit, des grands remèdes. Parce que là, à un certain moment, quand on voit que certains se créent des postes et occupent ce qu'ils veulent, tamisent et rejettent le reste aux autres, il est temps qu'on dise que vraiment, regardons-nous tous, nous sommes des Camerounais. Des Camerounais à toutes les dimensions avec des niveaux différents, des niveaux positifs et des niveaux négatifs. Parce que là, nous aspirons, si nous voulons évoluer, à voir l'excellence. Et quand il y a excellence, on ne regarde pas. On ira jusqu'à parler peut-être de l'axe nord-sud ou quoi que ce soit. D'accord. Essayons d'écarter cela désormais, que les Camerounais comprennent que toute personne peut aspirer et être dirigeant de ce pays. D'accord. Cyril Sambaka, sur le constat. Je dois dire, député, que je ne prendrai pas ce problème de cette manière. D'accord. Pourquoi? Parce que nous avons créé des conditions pour que nous arrivions à cela. C'est d'abord le colon, comme il a dit, maître, qui a commencé à nous diviser.
Et quand le colon a été remplacé par le colon noir, on était dans un système unitaire avec le premier président. Déjà, il prônait l'équilibre régional pour essayer d'arranger les choses. Nous sommes arrivés en 82, puis en 90, où le multipartisme est arrivé. Alors, dans le multipartisme, la chose qu'on disait, c'est que pour avoir le pays, il faut avoir ta base. Et tout de suite, ça a glissé vers la base ethnique. Et quand ça a glissé vers la base ethnique, la seule solution qui pouvait nous sauver du chaos, c'était que nous appliquons la démocratie véritable, c'est-à-dire un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Parce que quand on met 40 ans au pouvoir, on ne peut pas se retrouver dans une situation autre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, si c'est les Camerounais qui ont sollicité 40 ans de pouvoir, eh bien, voilà les conséquences. Les conséquences, c'est tout simplement que, de fil en aiguille, les uns remplacent les autres, ils se renforcent, et comme il y a des élections, on dit, mais attention, si vous ne vous solidarisez pas, vous ne pourrez pas gagner les élections. Vous voyez donc, on n'est plus sur une base objective, mais on est sur une base où chacun essaye de s'agripper pour avoir son strapontin. Et la chose la plus facile devient donc, solidarisons-nous, sinon on va nous arracher notre pouvoir. Ou bien alors regroupons-nous pour pouvoir conquérir le pouvoir. La solution est simple. La démocratie, c'est un mandat renouvelable une fois de 5 ans. Si on avait posé ce problème depuis 40 ans, je pense que on ne serait pas à cette situation-là. Et la deuxième chose, c'est que quand on verrouille sur le système centralisé, ce n'est pas de nature à régler ces problèmes. Parce que quand vous prenez le fédéralisme ou la décentralisation, vous vous rendez compte qu'il y a des leaders locaux, vous vous rendez compte qu'il y a des communes, vous vous rendez compte qu'il y a des régions et que les gens s'organisent. Vous vous rendez compte enfin qu'il y a peut-être 40% du budget national qui va dans les collectivités décentralisées. Or, le fait de confisquer tout à Yaoundé et de mettre l'on au pouvoir, nous ne pouvons avoir que ce résultat. Parce que moi, j'ai souvent vu comment est-ce qu'on énumère le nombre de fonctionnaires, le nombre de responsables, le nombre de ceci. On dit ça vient d'une autre tribu. Ça aurait été n'importe qui, ça serait comme ça. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est la répartition normale des fruits de la croissance. C'est l'organisation, n'est-ce pas, autour d'une politique qui a une certaine éthique, des valeurs partagées, parce que tout ce qui arrive au Cameroun, on n'a jamais assis l'opposition pour avoir un consensus. Donc, tout se fait de manière dictatoriale. On nous impose un certain nombre de choses et on se dit c'est parce que nous avons l'Assemblée nationale. Or, cette Assemblée nationale est née du fait d'une passation de pouvoir. Nous ne nous sommes jamais assis pour définir les règles, pour se mettre sur un starting block et puis faire des compétitions. D'où la nécessité de revenir aux fondamentaux. Si nous sommes en démocratie, alors il est question que les règles soient consensuelles et puis les valeurs soient partagées. Donc si les valeurs sont partagées, nous n'aurons plus ce genre de problème parce que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau des communes, il y aura tellement de travail qu'on ne va plus focaliser. Et si nous avons des élections avec des mandats de 5 ans renouvelables une seule fois, eh bien ma foi, quand vous êtes très beau, quand vous êtes très fort, vous avez fait vos 10 ans, vous cédez la place. Donc moi je pense que c'est ça, c'est autour de cela. Parce que si on se dit non, il ne faut plus qu'il y ait le tribalisme, ce sera difficile. Mais il faut créer des conditions, il faut même des lois. Je pense qu'on a déjà commencé à mettre en place certaines lois. Il faut les respecter. Parce qu'on peut avoir des lois s'il n'y a pas de décret d'application. Maître, vous savez très bien que la force du parti qui gouverne aujourd'hui, c'est de voter des lois et jamais des décrets d'application pour que l'exécutif continue à contrôler le législatif. Donc quand on a vu tout cela, on se dit,
à un certain moment, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut qu'on soit sérieux parce que notre pays est en train de se disloquer. Notre pays est en train d'avoir des haines tribales et autres qui n'ont pas lieu d'être, alors que au départ, il était question que cette unité soit une force et que les tribus soient vraiment des vecteurs qui nous permettent d'avoir, d'ailleurs, on nous appelait l'Afrique en miniature. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de se disloquer pour rien. Et moi, je peux vous dire que dans 50 ans, dans 100 ans, il n'y aura plus de tribus au Cameroun. Donc pourquoi est-ce qu'on s'entredéchire sur quelque chose qui ne va plus exister? Le problème, c'est de mettre en place des mécanismes de fonctionnement, des mécanismes d'évolution du pouvoir qui permettent dans la justice, l'équité, d'avoir, n'est-ce pas, des élus qui puissent être choisis par les populations et que les populations puissent les contrôler. André Litomeka, deux approches, pour, du moins évoquées par les précédents panélistes. Maître Payer et Maître Djoumissi estiment que le tribalisme d'État est ancré depuis avant la naissance de la République du Cameroun et avec son évolution. Sambaka situe, lui, le tribalisme d'État autour des années 90 avec l'arrivée de la démocratie et certainement la volonté du pouvoir gouvernant d'exclure davantage ceux qui aspiraient à la gestion des affaires publiques. Vous, quelle est l'approche que vous avez au regard de cette problématique-là? C'est de dire certainement que les hommes politiques font notamment la mauvaise foi. La mauvaise foi parce que lorsque vous rentrez même dans l'histoire, notamment André-Marie Mbida, Aïdjo Paul Biya, il n'y a pas de tribalisme d'État, il y a alternance. Et lorsqu'on arrive même... Oui, il y a alternance. Oui, il y a alternance, c'est-à-dire qu'il y a une succession, n'est-ce pas, des dirigeants à la tête au sommet de l'État. Et lorsque vous arrivez même au niveau du RDPC, le RDPC, c'est l'union de tous les partis du Cameroun britannique au Cameroun francophone. Là encore, on ne peut pas parler du tribalisme d'État. Mais je comprends pourquoi ils font la mauvaise foi. Ils font la mauvaise foi parce que quand nous jetons un regard profond, très profond dans la gestion du pays, on constate qu'il y a véritablement équilibre régional. Équilibre régional, moi je vais définir ça simplement, c'est-à-dire que chaque région se reconnaît dans la gestion du tout national. Alors moi je vous prends d'abord au niveau, n'est-ce pas, des institutions de l'État. Vous avez l'exécutif qui est notamment dans le sud, vous avez le Sénat qui est à l'ouest, vous avez la primature qui est nettement au sud-ouest. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'à ce niveau, il y a tribalisme d'État. Je peux encore aller plus loin. Parce que moi, je ne vais pas faire dans la langue de bois. Vous allez voir que le secteur du pétrole camerounais, qui est le nerf de la guerre en Afrique, le pétrole, c'est l'ouest. C'est le littoral. Je peux aller plus loin, notamment avec des sociétés qui sont des sociétés assez importantes comme Camtel, dans le nord-ouest. Je peux également citer Cameco, dans le Noun. Je peux citer des exemples, plein d'exemples. Au niveau des ministères, au niveau des enseignements secondaires, nous avons le sud-ouest, l'AT, nous avons le nord-ouest, le Conseil supérieur de l'État, notamment le nord-ouest. Il y a des exemples à foison qui démontrent que le Cameroun est véritablement dirigé par une mosaïque culturelle. Et je voudrais également dire qu'en ce qui concerne le tribalisme d'État, ce tribalisme d'État n'existe pas. Il y a juste un véritable problème que je peux admettre, c'est que l'élite n'est pas considérée comme celui qui excelle dans son domaine. L'élite est effectivement considérée comme celui qui est porteur du développement de la région. Et en tant que tel, et là j'en discutais avec mes amis de l'Ouest, qui me disaient pratiquement que chez eux, l'élite, c'est celui qui amène le développement du village. Je lui disais que non. La conception de l'élite, sur le plan scientifique, c'est celui qui excelle dans son domaine. Mais au Cameroun, on a fait ce qu'on a appelé le développement autocentré. Et le développement autocentré, c'est-à-dire que l'élite doit être porteur du développement de sa région. Et à ce moment, il y a des pressions énormes qui sont pratiquement, j'allais dire, compréhensibles, du fait que lorsque vous êtes nommé, vous n'êtes pas nommé
notamment seulement parce que vous représentez la République, mais vous êtes nommé parce que vous signez dans le registre de l'équilibre régional qui devrait vous impacter et vous amener à faire porter, n'est-ce pas, le développement de votre région. Et lorsqu'il dit qu'il y a une ethnie, mais nous avons, comment on appelle ça, la chambre de commerce. La chambre de commerce. Je crois que si nous regardons bien, il y a effectivement l'Ouest qui est là-bas depuis une monté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi comme une forme de dénivellement de postes de responsabilité quand vous prenez la chambre de commerce et qu'en face vous avez le ministère des Finances, ou alors que vous prenez le Sénat en parallèle du pouvoir exécutif, quand on sait qu'on ne trouve pas des projets, des propositions de loi, c'est-à-dire ce qui émane des députés, ce sont les propositions de loi. Des propositions de loi. Mais davantage des projets de loi. Est-ce que les autres pouvoirs ou alors les autres entités que vous nommez là, vous désignez là, ont ce pouvoir de décision, de gestion des entreprises ou alors des entités? Oui, mais je vais vous le dire. Moi, j'ai décidé de parler aux Camerounais parce que dire que quelqu'un ne décide pas, c'est faux. Il y a certaines élites qui jouent sur les règles du jeu. Quand vous le voyez, vous dites, je ne peux rien faire. Je suis coincé, il n'y a rien. Mais c'est faux. Effectivement, il décide. Vous allez me dire que le Premier ministre ne décide pas alors qu'il y a un visa de nomination. C'est le Premier ministère qui donne tous les visas de nomination. Et je vais vous faire une confidence. N'allez pas le dire aux gens. La confidence, c'est que quand vous arrivez, quand les nominations arrivent à la primature, il y a un service qui, effectivement, vérifie l'équilibre régional. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça dans le Cameroun où des gens veulent faire passer toute une région dans les postes de souveraineté et on rejette ça chaque fois. On rejette pour l'équilibre. Donc ne croyez pas que le pays n'est pas géré. D'accord. Le pays est géré. Et c'est pour vous dire à votre question que les gens ont effectivement du pouvoir, mais ils font semblant de ne pas avoir de pouvoir pour pouvoir, excusez-moi de la tautologie, se débarrasser des pressions régionales, des pressions ethniques qui sont extrêmement fortes. Mais je vous rassure, quand un ministre, un premier ministre, un président du Sénat a des consultations très élevées qui lui permettent, à son niveau, de pouvoir faire des propositions. Le directeur général de la Sonara, par exemple, a-t-il le pouvoir de décider de ce que feront les recettes engrangées par cette entreprise-là? Tout à fait. Il est consulté. Il est consulté, il fait des propositions, il fait des plans stratégiques, notamment avec le PCA et notamment aussi avec le président. Et je crois qu'à l'arbitrage, le président peut donner des orientations, mais il y a l'administration verticale qui vient du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il peut aussi apporter des propositions et donner son vécu du terrain au chef de l'État ou à la tutelle qui lui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir prendre des décisions. Ce sont beaucoup plus, n'est-ce pas, des gens qui font l'assistance à la décision finale. Maître... Oui, je ne pense pas, avec Luther André Meka, que les exemples qu'il donne vont justifier qu'il n'y a pas de tribalisme d'État au Cameroun. Il ne suffit pas de faire quelques colorations au niveau des grands axes du pouvoir pour donner l'impression qu'il y a équilibre régional et que toutes les régions font partie du groupe au pouvoir, sont impliquées dans la gestion des affaires publiques. Parce que lorsqu'on observe certains postes importants dans l'appareil étatique, l'on constate avec aisance que ceux qui appartiennent à l'ère culturelle du chef de l'État occupent les postes les plus importants, c'est-à-dire les postes dans l'appareil étatique, les postes ministériels d'abord. Vous allez voir que le plus grand nombre des postes ministériels est occupé par ceux qui relèvent de l'ère géographique du chef de l'État, de l'ère culturelle du chef de l'État. Également, vous allez observer qu'au niveau de la préfectorale, le grand nombre des préfets et même des sous-préfets
appartiennent à l'ère culturelle du chef de l'État, et ce, depuis 1982, comme a si bien relevé mon confrère Maître Paéré tout à l'heure. Et je pense, j'ai lu aussi, comme beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux, des informations qui sont exactes, c'est-à-dire qui indiquent que sur les 58 députés, au moins 40 députés, pas députés, les 58 préfets. Sur les 58 préfets, au moins 48 préfets appartiennent à l'ère culturelle du chef de l'État. Et j'ai aussi entendu une chronique d'un de vos confrères, d'un journaliste récemment, je pense, Oriol Toumi, qui a fait une description sur les postes dans la préfectorale, dans la région de l'Ouest. Et on observe... Certains éléments de cette chronique ont été relativisés, hein, il faut le préciser néanmoins. Ok, exact. Donc, même si ça a été relativisé, il faut relever qu'il a donné une information qui est à prendre au sérieux, c'est-à-dire que dans cette région, on observe que le pouvoir central s'est organisé à ne nommer que des gens appartenant à l'ère culturelle du chef de l'État. Et il me souvient, une fois, lors d'une déclaration de notre compatriote Eri Tindje, qui est aujourd'hui aux États-Unis et au Cameroun, il a fait une déclaration selon laquelle il est allé dans plusieurs ambassades au Cameroun. Il croyait que dans ces ambassades, on ne parlait qu'une seule langue, la langue du chef de l'État, de l'ère culturelle du chef de l'État. C'est-à-dire, vous voyez tous les postes dans nos représentations diplomatiques, là, on n'a fait que ceux qui appartiennent à une seule, à l'ère culturelle du chef de l'État. Et donc, avec tout cela, nous pensons que ceux qui sont en charge de gérer l'État se comportent de manière à instituer le tribalisme de l'État. Et que je suis d'accord avec le président Sambaka qu'il faut faire prévaloir la démocratie. Et s'il y a de la démocratie avec l'alternance, c'est-à-dire qu'avec l'imitation de mandats, et cela permettra à beaucoup de Camerounais ressortissants de différentes régions, de différents groupes communautaires, d'accéder au pouvoir, et que l'on ne se contenterait pas seulement à s'entourer de ses proches, c'est-à-dire de ses frères de la même communauté, pour garantir la conservation du pouvoir. Non, je suis d'accord avec le président Sambaka que c'est cette obsession à conserver le pouvoir qui fait que le tribalisme de l'État se renforce, et qu'aujourd'hui, sous le régime RDPC Paul Biya, il est très très affirmé. Et nous observons aussi que ce régime ne fait pas des efforts pour combattre ce tribalisme d'État. Il laisse se propager des discours haineux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un discours sur l'énofascisme. Et il ne condamne pas. Comment pouvez-vous accepter que dans un pays, on puisse parler de l'énofascisme et coller ça à une communauté pour dire que les personnes, les compatriotes ressortissants de cette communauté-là ne peuvent pas accéder au pouvoir, et agiter cela comme un danger, et montrer à d'autres Camerounais que si une personne venant de cette communauté-là accède au pouvoir, les autres ne pourront plus rien avoir. Donc, ce genre de comportement, laissé par ceux qui sont en charge de gérer, nous laisse croire qu'effectivement le tribalisme d'État est là, et que nous devrons tout faire pour le combattre. Mais maître, Cyril Sambaka, quand on regarde un peu le niveau de développement des 10 régions du Cameroun, je veux dire que de ce point de vue, pour ne prendre qu'un exemple, les coupures de courant par exemple n'ont pas Dieu pour dire que on ne coupe pas à Douala au détriment, par exemple, de Yaoundé, et ainsi de suite. L'augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés, là également, ça concerne pratiquement tous les Camerounais. Quand on regarde le vécu quotidien de chaque Camerounais, quand on regarde les difficultés auxquelles le pays fait face, on n'a pas le sentiment, effectivement, qu'il y a comme un choix tribal, ou alors un choix de zone.
Oui, c'est une façon de voir des choses, mais le revers, c'est qu'on a perdu toute possibilité de développement. Parce que, qu'on vous le dise, les gens qui détournent de l'argent n'investissent pas au Cameroun. Ils font fuir des capitaux, et puis là-bas, quand ils arrivent, on leur dit vous avez fait des trafics d'armes, ils s'enfuient en laissant l'argent du Cameroun à l'extérieur. Bon, depuis un certain temps, on constate que les bâtiments ne font que grimper, mais alors que les Camerounais sont de plus en plus pauvres. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où on introduit donc la race de ceux qui dirigent, qui ne sont de plusieurs ethnies, n'est-ce pas? Mais comme ils ont les leviers, on leur a donné un petit morceau de gâteau pour, pour dire que c'est tout le Cameroun. Ces gens-là, ils ont la possibilité de capitaliser en termes d'argent. Mais en réalité, nous ne pouvons pas juger la façon dont les Camerounais vivent aujourd'hui en se disant qu'on souffre partout. Parce que si je vous dis on souffre partout, c'est tout simplement, c'est une technique de conservation de pouvoir. La technique de conservation de pouvoir qui veut que les Camerounais soient pauvres, parce que s'ils ne sont pas pauvres, ils vont réfléchir. S'ils sont émancipés, ils vont choisir en sachant très bien ce qu'ils font. Donc la pauvreté doit être de masse, de telle sorte que, le moment venu, que les billets de 2000 francs et les billets de 5000 francs aident à conserver le pouvoir. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que quand vous regardez le Cameroun a très peu de peuple. Le Cameroun a surtout des populations corvéables, malléables, à merci. Donc tout ça aussi, c'est une technique, n'est-ce pas, de conservation du pouvoir qui nous amène à cela. Nous avons dans cette classe dirigeante qui manipule les masses qui sont corvéables et qui aujourd'hui n'ont pas, à cause de la famine, n'ont pas le temps de s'émanciper et savoir que la souveraineté leur appartient. Parce que je ne justifie pas le fait qu'on croupisse sous la misère et qu'on ne lève pas la tête. Il n'y a que 3 millions de Camerounais qui s'en vont effectivement voter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de pouvoir changer de paradigme. On ne peut pas remplacer le colon blanc et se comporter comme le colon. On doit pouvoir avoir une administration de développement. On doit pouvoir partager les fruits de la croissance. On doit se rendre compte de l'échec du parti unique et de la centralisation. On doit aller vers la décentralisation ou le fédéralisme. Ça veut dire qu'en d'autres termes, les populations maintenant vont choisir leurs élus locaux, ils vont les contrôler, ils vont les sanctionner. Alors, une population comme ça, je vous donne un petit exemple. Quand on est entré en démocratie, il y a eu des élections municipales et législatives à Douala. Moi, j'étais à Douala 2e. Le docteur Ndiakwa avait gagné à Douala 1er. Ancien régional SDF. Voilà, il avait gagné à Douala 1er. Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur Ndiakwa, il a instauré dans les quartiers, n'est-ce pas, des causeries éducatives de la citoyenneté. Il en avait les moyens parce que le port autonome versait, je crois, 4 milliards de francs à la mairie de Douala 1er. Dès lors que le pouvoir central s'est rendu compte que ce monsieur va émanciper les populations de Douala 1er, on lui a retiré ça et on a reversé ça à la communauté urbaine. Donc ça l'a complètement paralysé, mais malgré cela, il s'est battu et il est le premier à avoir informatisé le fichier des naissances, des décès et autres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un combat rude entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées. Vous avez vu dernièrement comment on a installé les régions. Les gouverneurs se sont habillés en blanc dans la pure tradition coloniale et ils les ont installés. Et il y a même un des gouverneurs qui a dit « vous êtes mes sujets ». Donc à partir de ce moment-là, vous devez comprendre qu'il n'y a aucune espèce de volonté à émanciper les populations camerounaises. Il faut qu'elles restent là, idiotes, pour que le jour des élections, qu'on puisse les acheter. Donc, d'où la lutte effrénée. Que ceux qui ont des postes capitalisent des fortunes. Parce que le moment venu,
ils vont pouvoir utiliser ces fortunes pour malayer les populations qui aujourd'hui ne sont pas encore des peuples. Vous voyez, les autres pays sont en train d'avancer et c'est ça qui fait mal le plus. Parce que les autres pays sont en train d'avancer. Quand vous regardez même la Côte d'Ivoire et tout ça, là, vous voyez le peuple sortir. Le peuple a des revendications, le peuple sort. Parce qu'ils savent que la souveraineté leur appartient. La souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui donne une partie de sa souveraineté aux élus et qui peuvent le leur retirer si ça ne va pas. Donc, ils jugent, ils évaluent ce que vous faites. Si ça ne va pas, on vous remplace. Donc, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, à ces deux classes-là, le tribalisme d'État s'exerce sur les tribus et s'exerce sur les amis des postes. Vous voyez? Donc, il y a deux tribus. La tribu peut-être qui dirige, et puis l'autre tribu, la tribu des amis. C'est-à-dire ceux qui partagent le gâteau avec, avec un État qui a 40 ans. 40 ans, c'est un record, même dans les livres de Guinness, il n'y en a pas. C'est un record en démocratie qui n'existe nulle part. Et ça, je peux vous dire que c'est l'une des raisons principales. Et c'est pour ça que moi je dis, je ne condamne pas. Parce que, que le président de la République est élu, même si les élections ne sont pas bonnes, c'est au peuple, n'est-ce pas, de se regrouper et de voir comment est-ce qu'ils peuvent demander une transparence dans les élections. Mais tant que la Cour suprême dit qu'ils sont élus, il est élu, alors là, on doit respecter cela. Moi, je dis, dans ces conditions, faisons très attention, parce que nous sommes, je vais schématiser pour terminer, nous sommes tombés dans un gouffre. La réaction que tout le monde attend, c'est qu'on rebondisse. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de creuser au fond du gouffre. Et qu'est-ce qui se passe quand on creuse au fond du gouffre? On verse la terre sur soi, on s'enterre. Donc attention, nous n'avons pas le droit de mourir. Il faut que les gens reviennent à la raison et qu'on se dise que c'est le Cameroun qu'on doit développer. Le problème, le patriotisme va très bien avec la souveraineté. Il faut que nos populations deviennent des peuples, qu'ils deviennent des citoyens, qu'ils contrôlent, qu'ils votent, qu'ils contrôlent, qu'ils sanctionnent. Quand on a mis en place tous ces mécanismes, on va se mettre sur le starting block avec des règles consensuelles. Et je pense que le Cameroun, en 3, 4, 5 ans, va oublier toutes ces misères. Pour sortir du thème, Maître Payer, qu'est-ce qu'on fait donc pour sentir le moins possible la pesanteur de cette problématique-là? C'est-à-dire que ne pas avoir l'impression, selon vous, hein, je veux dire, ne pas avoir l'impression effectivement qu'il n'y a qu'un seul clan, qu'un seul groupe, qu'un seul qui a les règnes de la gestion des affaires publiques. Oui, je crois que, comme en 82, on a dit à bas la corruption, à bas le népotisme, à bas le clanisme, l'injustice sociale. Si on revient, si on peut appliquer toutes ces règles quand c'était si beau chanter, au point que je me rappelle l'un de mes artistes préférés, Ngale Jojo, et quand il a chanté rigueur, moralisation et tout consort, quand il s'est rendu compte à un certain moment que ça ne suivait pas sa voix, je crois qu'il est devenu par la suite un chanteur chrétien et religieux. Donc c'est une façon de démontrer qu'il a été un peu déçu. Il a abandonné le combat. Il a abandonné le combat parce que ce qu'il croyait, ce n'est pas ce qu'il est en train de voir se dérouler. Parce que c'est clair, quand nous parlons corruption, népotisme et tout consort, nous voyons. Ce n'est pas... mon ami mec a développé tout à l'heure, quand on pointe quelques grands axes, on croit que c'est la base. Or, la base, le commandement, c'est à la base. Parce que si le Sénat, c'est à l'ouest, et la présidence au sud, et la primature dans le sud-ouest et tout consort, ou là, dans le nord-ouest, ça ne veut pas dire le commandement sur le territoire, les chefs de terre, c'est de faire le comptage à ce niveau. On voit qu'il y a une marge astronomique. Une marge astronomique. Les gens devraient se regarder pour dire, mais on exagère un peu.
Je reviens avec le président Sambaka, il a dit quelque chose, c'est la tenance. La longévité au pouvoir énerve. Ça, c'est quelque chose. Certaines grandes puissances démocratiques dans le monde, aux États-Unis, c'est 4 ans. Vous voyez, ils sont à l'aise. Il y a alternance. On ne peut pas dire aujourd'hui, en 58, jusqu'en 2021, aujourd'hui, il n'y a que 3 chefs d'État au Cameroun. Ahidjo avait passé son temps. On disait déjà qu'il a 1000 ans. Et il a simulé, ou on l'a fait simuler un malaise, et il est parti. Aujourd'hui, on se retrouve. La constitution de 96, qui a été l'une des meilleures constitutions après la tripartite, a bien parlé qu'il fallait un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Bon, quand on arrive en 2004, on dit on va réviser. Et maintenant, ça devient à durée indéterminée. Quand on évolue à un certain moment et on sent la fatigue, on respecte. Le président de la République a fait beaucoup de choses pour ce pays. Il est fatigué. Il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Il me dit quoi? Il ne peut plus rien Non, d'ailleurs. en tout cas, je me dis, à un certain moment, il a des tâches limitées. Est-ce qu'il fait encore tout ce qu'il faisait avant? Posons-nous la question. On le voyait. Voilà le CHAN. Ahidjo a organisé le CHAN, la CAN en 72. Et quand ça a capoté, il a été très déçu et il a sanctionné les Camerounais. Le CHAN organisé avec des stades construits, et j'admire ce que sont ces stades. Le chef de l'État dans son pays n'a pas pu être au stade. Posons-nous la question. Donc l'alternance, c'est quelque chose. J'épouse la thèse du président Sambaka. Effectivement, si on peut gérer à un certain moment, qu'on s'éclipse pour laisser les autres gérer, parce que la compétence ne peut pas relever d'une seule personne. Avec le temps, il y a l'usure. L'individu ne peut plus raisonner à un certain âge comme il raisonnait à 25 ans. Et beaucoup de ces gens, je suis un peu surpris, parce que la bataille sur les plateaux avec nos frères du RDPC, c'est comme si, quand on débat, peut-être il y a 2 types de Camerounais. Nous débattons pour dire une certaine génération, à un certain moment, doit aussi gérer des affaires. Vous voyez des gens qui sont entrés dans le pouvoir à 25 ans, à 30 ans, ils prennent leur retraite. Ils s'en vont aux prochaines élections, que ce soit au régional ou les communautés urbaines, ce sont les mêmes qui reviennent. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Mais est-ce que pour autant, ils sont les seuls qui peuvent gérer ce pays? Parce que vraiment, je me pose la question quand je discute avec mes amis du RDPC. Ceux qui viennent débattre comme s'ils étaient des incapables pour pouvoir faire ce que les autres faisaient à l'âge de 33 ans ou de 30 ans. C'est un peu des choses à pouvoir critiquer, à démontrer aux Camerounais que d'autres sont à mesure de pouvoir le faire. C'est toujours une façon d'alterner. Parce que là, quand on peut se retrouver à voir les mêmes personnes qui reviennent, les mêmes visages. La région aujourd'hui, je redoute un peu, parce que quelqu'un ne peut pas être ancien fonctionnaire, devenu délégué à la communauté, après régional. Je ne sais pas quelle force il peut avoir pour gérer bien cette institution. C'est autant de choses, il faut alterner. Il faut donner la chance aux autres, parce que quand ils étaient dans les 40 ans, ils ont pu gérer. Mais je vois aujourd'hui des gens qui débattent et qui défendent mordicus cette gérontocratie, alors qu'ils sont presque à 50, 60 ans. Vous avez quelle chance pour gérer aussi ce pays? N'êtes-vous pas des Camerounais? Donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on voit comment l'alternance doit suivre. André Lutomeka. Oui, je suis avec beaucoup d'intérêt ce que les panélistes sont en train Dernière prise de parole, on sort de la question. oui, ils sont en train de dire. Le président Sambaka dit qu'on a tout fait pour mettre les Camerounais dans la pauvreté, comme si la pauvreté sortait de la planète Mars. Je voudrais dire ici à tous les Camerounais que le président Biya, c'est quelqu'un hors du commun.
Parce que lorsqu'il arrive au pouvoir, il dit qu'il n'y partira pas au FMI. Il est sûr, n'est-ce pas, des acquis économiques. Après, il découvre qu'il y a les faux pieds. Il fallait purifier l'économie. Le temps de purifier l'économie, où il avait demandé aux Camerounais de venir changer à la banque, il y a non, monsieur Meka, vous ne pouvez pas dire ça. C'est parce qu'il ne voulait plus voir l'effigie de l'ancien président. C'est pour ça qu'il a demandé de changer. Ce n'est pas parce qu'il y avait des faux billets. Donc il ne faut pas dire ça aux Camerounais. Ce n'était pas un problème de faux billets, c'était un problème, n'est-ce pas, d'effigie, et qu'il soupçonnait qu'il y avait des gens qui étaient au nord, qui avaient des cantines et des cantines d'argent. Vous voyez, c'est tout simplement cela. Je peux continuer? Oui, vas-y, mon fils. Ok, c'est une lecture politique. C'est votre lecture politique. Non, c'est la vérité. Non, la vérité, en fait, que vous n'admettez pas ce qu'il y avait des faux billets. Et ces faux billets devaient être purifiés du système économique. Et c'est pour ça qu'il y avait un système de change pour qu'on puisse identifier le bon des livrets. Ça, si nous avons cette reconnaissance-là, c'est un acquis pour montrer que l'économie était pratiquement pourrie. Juste après, il y a la crise économique. Après la crise économique, la dévaluation. Et tout cela a entraîné ce que vous connaissez, les licenciements des Camerounais. Après le PPTE, la crise anglophone, hein, Boko Haram. Le président Biya est un extraterrestre parce qu'il a pu, au-delà, n'est-ce pas, de tous ces aléas, pouvoir faire en sorte qu'il y ait l'essentiel. L'essentiel, c'est le fonctionnement de l'économie et c'est le fait que les institutions fonctionnent. Et à ce niveau-là, on peut du moins saluer ces acquis qui sont préservés par l'État. Lorsque les gens parlent de pauvreté, il faut savoir que le pays a subi un certain nombre d'érosions économiques au fur et à mesure, n'est-ce pas, de son mandat. Je parle toujours, n'est-ce pas, du tribalisme d'État pour dire qu'au niveau du RDPC, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'un État, on parle de l'économie et des institutions. Mais le Cameroun a favorisé l'émergence d'une certaine bourgeoisie économique camerounaise depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Il me souvient que le ministre Akamon Fumo, lorsqu'il était tout puissant des ministres des Finances, il faisait le tour du monde avec des hommes d'affaires camerounais aujourd'hui qui sont reconnus sur le plan international. Comme de Bayam Selam. Et mondial, notamment dans l'investissement, n'est-ce pas, des affaires au Cameroun. Je voudrais revenir notamment sur ce qu'il a dit, en disant que on va dans des ministères, on retrouve les langues du chef de l'État. Je voudrais lui dire qu'il y a un arrêté du Premier ministre qui consacre le quota des places dans les concours. Vous avez aussi suivi le paradoxe où la même région du chef de l'État a crié du fait qu'il y a une région qui s'est accaparée dans un certain nombre de places au niveau, n'est-ce pas, de 2000 candidats qui sont recrutés. Ces exemples confirment la thématique. Oui, ça confirme la thématique, effectivement, parce qu'il y a aussi une sorte d'envahissement, n'est-ce pas, des institutions de l'État, pas des régions qui, notamment, ont un certain nombre démographique. Je voudrais encore aller un peu plus loin pour vous dire que, en ce qui concerne ce problème, le chef de l'État a fait des recrutements, 15 000 à son arrivée, 25 000 places, notamment des fonctionnaires, et ils sont sur les 2 000. Pour dire que le problème de pauvreté est un problème qui est reconnu nettement par l'État. Je voudrais conclure que pour moi, et dans mon analyse, et là je veux mettre en mal un peu votre argument, vous parlez des préfets et tout. Moi je suis un enseignant et je vais vous dire le constat que j'ai fait en tant qu'enseignant. Il y a ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Et malheureusement, les personnes de la côte et du sud sont ceux qui ont connu l'administration et qui font des filières des humanités qui leur permettent, n'est-ce pas, d'être aptes à l'administration. Ce n'est pas la même chose pour d'autres régions qui choisissent d'autres filières, qui sont même des filières économiques, qui sont des filières fiduciaires. Je vous invite à faire aussi des études au niveau, n'est-ce pas, des régies financières, au niveau, n'est-ce pas, des investisseurs, des entrepreneurs, pour voir quels sont ceux qui ont, n'est-ce pas, pignon sur rue dans ce côté-là. C'est important, cet argument que je vous donne, de voir l'adéquation formation-emploi. Beaucoup de gens ne choisissent pas l'administration dans les filières. Il y a beaucoup qui sont dans les banques, qui sont notamment dans les régies financières et qui notamment s'y plaît de ce côté-là. Je voudrais conclure en disant que le débat est si intéressant qu'il est important de savoir que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un nivellement par le haut. Comment ça?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équilibre régional est bien schématisé et bien structuré par le haut, par les institutions. Elle devrait aussi être structurée par le bas. Et à ce niveau-là, j'avais proposé la loi des quotas, c'est-à-dire la loi de proportionnalité, c'est-à-dire que dans chaque ministère, chaque région doit avoir un quota bien défini, n'est-ce pas, d'employés, de recrutement, pour qu'on retrouve dans un ministère toute la mosaïque des ethnies camerounaises. C'est à ce niveau qu'on peut régler ce problème-là. Mais il y a aussi d'autres visions qui pensent que, en faisant le développement autocentré, c'est-à-dire que, notamment quand on nomme le professeur Maurice Kamto ministre délégué, on se dit que notamment il va entraîner aussi, entraîner toute la région pour que chacun puisse avoir un peu la redistribution des flux de croissance. Donc, c'est ce qu'on appelle le développement autocentré, qui est nettement appliqué actuellement. Ça veut dire que lorsque vous êtes nommé, vous êtes aussi, n'est-ce pas, apparenté à une région dont vous devez impulser le développement. On peut aussi prendre la stratégie de la loi de proportionnalité où on peut mettre les quotas dans chaque institution pour que tout le monde puisse se retrouver. En guise de conclusion. Oui, je voudrais réagir sur ce que en guise de conclusion. Oui, Luther vient de dire et lui indiquer que si on parle de l'équilibre régional, ce n'est pas parce qu'il y a un certain grand nombre de concitoyens appartenant à une ère culturelle qui a fait des filières administratives ou des filières des sciences d'humanité. Aujourd'hui, en 2021, dans toutes les régions, on trouve les compatriotes qui ont fait toutes les filières et que si on veut appliquer la règle de l'équilibre régional pour 58 députés seulement, pour seulement ce chiffre-là, pour 58 préfets. Moi, je ne sais pas pourquoi je parle toujours des députés aujourd'hui. Vous êtes député, peut-être. Lorsqu'on parle de 58 préfets et de 360 sous-préfets, c'est bien, comme vous avez parlé, du nivellement par le bas aussi. C'est-à-dire que vous observez que, selon votre constat, qu'il y a eu un nivellement par le haut et qu'il faut le faire aussi par le bas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de nombre dans toutes les régions pour que le nivellement par le bas puisse se faire. Parce que après 60 ans d'indépendance, il y a un petit souci d'adaptation de la formation. Parce que vous ne pouvez pas avoir toutes les ethnies. Il y a des formations très pointues, où il y a seulement des aires culturelles. C'est un enseignant qui vous parle. Je vous dis qu'il y a des filières où les gens Déjà Luther, oui. Au niveau de l'entrée à l'ENAM, on applique déjà l'équilibre régional. Oui. Donc ça veut dire qu'on a le nombre suffisant pour occuper tout le terrain. Déjà à l'entrée de l'ENAM, on applique il y a d'abord les choix. Donc maintenant, il faut faire les nominations. Donc le problème, c'est au niveau des nominations. Non, vous ne au niveau du pouvoir discrétionnaire. Ce que je suis en train d'expliquer aux Camerounais, c'est qu'on pratique le tribalisme. Il y a certains étudiants ou certains Camerounais qui ont des dispositions à des filières et qui choisissent plus d'autres filières que d'autres. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des prédispositions de formation qui font en sorte que des aires culturelles ou des étudiants de certaines régions puissent choisir certaines filières plus que d'autres. Il y en a qui aiment l'administration, comme il y en a qui aiment l'UNCAP, c'est-à-dire l'argent. Donc, ça dépend. Tout le monde non, je voudrais indiquer... Pour faire clair, vous dites que l'air centre, sud, est, c'est davantage l'administration. Les grand ouest. Je ne l'ai pas dit. Moi, je suis. C'est des suppositions. C'est des suppositions parce qu'il faut, normalement, quand on fait un débat comme ça, on doit faire des études appropriées. Absolument. Pour comprendre. Mais c'était valable après l'indépendance. Mais 60 ans après l'indépendance, ce n'est plus valable. Moi, j'enseigne dans des écoles. Non, ce n'est plus valable. J'enseigne dans des écoles d'intégration, j'enseigne dans des écoles normales. Et il m'arrive souvent, lorsque je commence un cours, je demande aux gens de se présenter. Et je vais jusqu'à la région. Et écoutez, je constate aussi des disparités par rapport, n'est-ce pas, à certaines régions et par rapport à certaines filières. C'est-à-dire qu'il y a des filières où je constate qu'il y a plus une aire culturelle et d'autres filières où il n'y en a pas. C'est important d'intégrer cette donne. Pardon. Non, pour conclure, je pense que je suis d'accord avec le président Sambaka qu'il faut, pour combattre ce phénomène, au niveau de la gestion du pouvoir, passer à la décentralisation poussée. Et pour nous, au Mouvement pour la naissance du Cameroun, nous pensons au fédéralisme.
Donc s'il y a fédéralisme, ça ferait qu'au niveau local, il peut avoir le développement. Il peut avoir le développement. Chacun travaille chez lui. Oui, mais Non, ça pas peut que chacun travaille exacerber chez le lui. tribalisme aussi. C'est pas que chacun travaille Si. chez lui. Parce qu'il y en a Parce que- qui pensent que le fédéralisme, c'est que chacun doit rester chez Non, lui. nous ne sommes pas, Non, nous sommes pas le Il y en PCRN. a, il y en a même qui veulent faire Non, même nous- des lois Nous ne sommes pas pour PCRN avec créer, n'est-ce fédéralisme pas, un quota communautaire. Laissez d'autochtones. maître Diomaye conclure. Non, nous ne pensons pas fédéralisme au sens communautaire, comme d'autres pensent. C'est-à-dire le fédéralisme, c'est la division territoriale de notre pays et donner la possibilité au pouvoir local de faire le développement. Parce que parler du développement auto-centré, comme vous avez dit, ce n'est pas la meilleure formule. Parce que lorsqu'on parle du développement local, c'est beaucoup plus dans le cadre du fédéralisme ou dans le cadre de la régionalisation. Et à ce moment, le pouvoir local, au niveau du pouvoir local, on peut faire le développement et on ne peut plus constater les disparités comme on constate aujourd'hui sur la répartition du budget d'investissement public, où on a fait ressortir récemment que le budget alloué aux 3 régions du Nord est strictement inférieur à celui alloué seulement à la région du Sud. Ça, c'est aussi du tribalisme d'État. D'accord, je pense que vous avez dit faire la conclusion également de ce Sambakar. Oui, je pense qu'on a tout dit. Hein. Moi, je pense que la solution est là. Ainsi, en 1991, on a demandé le fédéralisme et qu'on a obtenu la décentralisation. C'était bien parce que ces problèmes-là se posaient déjà à ce niveau. Et il faut que la répartition des impôts soit répartie. Et nous, on a été scandalisés quand on a entendu les maires du RDPC dire que, mais monsieur le ministre, on avait dit que nous, on a besoin de 10%. 10%. Vous allez développer quoi avec 10%? On a dit qu'il fallait 40%. 40%. Bon, maintenant, on a dit non, c'est 15%. Maintenant, les 15% ne sont jamais venus. n'arrive pas. On leur a dit, mais les communes ont des plans de développement. Il y a 360 communes. Le budget qu'on a arrêté de 15%, comme il n'y a pas encore les régions assises, donnez ça aux communes pour que les communes puissent réaliser leur plan de développement et booster l'économie. Ils vont partir sur des starting blocks. Et on va avoir des communes de développement. Les régions viendront donc s'asseoir maintenant en ayant des bras solides. C'était simple. On a dit non. Il faut qu'ils prennent chacun 3 milliards pour acheter des 4x4. Et puis voilà, ils vont se loger. Voilà la décision qu'on a prise au grand dialogue. Voilà comment on l'a transformée. Merci. En attendant même le décret d'application. Alors, du tribalisme d'État à l'éthique et politique, je pense que le chemin est étroit. Ouais. Donc, je suggère qu'on passe à ce deuxième thème. Et ce sera juste après la transition. Alors, Sambakar, je sais que vous êtes porteur de... Évidemment, comme les autres aussi, mais je veux dire, c'était à l'époque, du moins c'est toujours l'un des schémas, l'un des arguments de la bataille que mène l'UDC, pour laquelle l'Union démocratique du Cameroun, pour laquelle vous étiez vice-président. Et l'éthique fait partie d'ailleurs de cette thématique en tant qu'homme politique que vous portez. Et ma question est simple. Peut-on être politique en étant éthique au Cameroun, au regard de notre environnement? Et je disais tout à l'heure que le premier thème, il est un peu lié, parce que ça pose quand même des problèmes d'éthique. Exact. Si on parle de répartition des biens, de la gestion Tout et à fait. autres, voilà. Donc, peut-on être éthique et politique au Cameroun? Si on ne le fait pas, on va continuer à sombrer. Je dois dire que le problème de l'éthique, notamment la nouvelle éthique, c'est le docteur Adamou Damdjoua qui l'a amené dans ce pays il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Et quand il l'a amené il y a 50 ans, il n'y avait pas le multipartisme. Mais c'est face à des situations précises. Et quand on parle de l'ONU aujourd'hui, c'est tout ça pour essayer d'équilibrer les choses. On s'était rendu compte que les relations entre les États étaient des relations barbares. C'est-à-dire que l'un voulait écraser l'autre. Et que si on n'y introduisait pas un peu de morale, des consensus, on ne pouvait pas s'en sortir parce que, comme il disait, on avait l'homme situé, on avait l'égoïsme face à la générosité. Or, l'égoïsme étant la chose la plus partagée, la générosité devait donc arriver là comme quelque chose de moral,
quelque chose qui peut aider tout le monde. Donc, c'est pour cette raison qu'à cette époque déjà, il a introduit à l'éducation la nouvelle éthique. Parce que, effectivement, on devrait se considérer l'être humain au centre des préoccupations. C'est ça la philosophie. Et je vous dis que ça s'est passé quand il n'y avait même pas le multipartisme, il l'a prôné, il a fait la nouvelle éthique de l'éducateur, il a fait la nouvelle éthique des affaires étrangères, etc., etc. Tout ça pour avoir de nouvelles approches de construction consensuelle qui permettent que l'être humain manifeste plus sa générosité que son égoïsme. Donc, c'était quelque chose de positif. Et quand vous voyez aujourd'hui, tout le monde réclame l'éthique, c'est parce que finalement, ce monsieur ne vit plus, mais l'éthique vivra tout le temps. Et on se rappellera de lui qu'il avait apporté ça ici au Cameroun, mais les gens n'avaient pas encore compris. C'est pour ça qu'il faut tirer le peuple vers le bas, vers le haut. Il ne faut jamais aller dans le gouffre. Donc, nous sommes face à une situation où l'éthique, c'est la conception du bien. Parce que les êtres humains étaient dans la conception du mal. Monsieur Meka voulait absolument m'avaler. Le colon voulait absolument écraser le colonisé. Dans les rapports d'État, c'était des rapports où il y avait beaucoup de guerres. Au point où les Nations Unies ont été créées, etc., etc. Donc c'est dans cette dynamique qu'on a introduit cela. Et cette éthique-là, c'est elle qui permet qu'on se respecte. Parce que nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Donc quand on prend de manière positive ces choses-là, on peut arriver à un consensus et le tribalisme, toutes ces choses-là ne vont pas exister. Donc c'est une construction qui puisse permettre que demain on se sente camerounais, patriote. Peut-être que le nationalisme s'est déjà dépassé, mais le patriotisme est de rigueur. Maître Palière, Oui. peut-être politique et éthique, ou l'inverse. Oui, politique, éthique. Parce que là, qui dit éthique parle de la morale, un comportement positif. Parce que la politique ne saurait être toujours, comme on dit, politique politicienne, c'est-à-dire participer à la politique rien que pour ses intérêts et s'en ficher de l'autre. Il faut que l'être humain soit placé au centre de tout ce qu'on fait. Parce que si on fait politique, c'est pour l'être humain. Et qui dit faire pour l'être humain suppose qu'on doit poser des actions salutaires pour l'être humain. Donc, l'éthique doit normalement accompagner la politique. Parce que jouer à faire comme si on faisait la politique avec les animaux, ou on faisait avec une autre race qui n'est pas la nôtre, c'est autant de choses. Comme le président Sambaka le dit très bien, en le faisant, s'il y a cette éthique, ça nous évitera beaucoup de mots que nous sommes en train d'écrire sur ce plateau. Parce que, à savoir tribalisme et tout qu'on sort, et népotisme, puis clanisme et autres, si on sait qu'on le fait pour des êtres humains, avec des êtres humains au centre de tout ce qu'on doit faire, pour une société qui doit se sentir à l'aise, une société qui doit croire en elle pour ne pas aller dans les dérapages comme nous observons, parce que quand ça ne donne pas, il y aura peut-être des crises dont l'éthique doit être même au centre de la politique. Et il y en a, que ce soit au niveau du SDF, je me rappelle, on a fait des travaux tout dernièrement au niveau des CRIBI, où le chairman John Fundi parlait de l'être humain au centre de ce qu'on doit faire en tant que politique. Parce que si on fait la politique, on fait n'importe quoi pour négliger la valeur de l'être humain. Ça, on ne sait plus ce qu'on fait. L'éthique doit accompagner la politique. Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit croire. Il faut moraliser. Parce que je me rappelle, on a lu en première l'œuvre de Hugo Barine, Voltaire, je crois, Les mains sales. Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, merci, confrère. Les mains sales de Jean-Paul Sartre, Hugo Barine disait, pour faire la politique, il faut avoir les mains sales.
Donc ça veut dire qu'on peut poser n'importe quel acte pour qu'on parvienne au but. Donc il faudrait qu'on moralise la politique. La politique est humaine, elle n'est pas animale ou elle n'est pas satanique. André Lutemeka, quand on observe, quand on regarde, quand on analyse notre environnement politique, quand on regarde le quotidien de nos hommes politiques, leurs actions, leur idéologie même, on peut l'interroger. Quand on regarde le déroulé des élections et autres faits politiques, peut-on penser ou dire que notre environnement politique a un minimum d'éthique? Je voudrais d'abord dire que s'il y a un parti qui a de l'éthique dans la gestion, c'est le RDPC. Toujours. Je vais vous dire pourquoi. Parce Ça que peut pas être un- Vous faites sourire les autres panélistes. ils vont se rasséréner tout à l'heure quand je vais prendre des exemples. C'est tout le mal que je leur souhaite. Je le dis pourquoi? Parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Le président Paul Biya a pris la résolution de combattre la corruption. Et ce combat contre la corruption est allé notamment crescendo et a pris des proportions tout à fait de rigueur et moralisation. Il faut noter que vous prenez des exemples qui vous scient. Parce que, comme vous pouvez le constater, Il a oublié de dire cela a Covid été était inédit dans le monde qu'un président Paul Biya, un président africain, puisse lui-même d'abord commencer par la rigueur dans son gouvernement, à travers, n'est-ce pas, les membres de son gouvernement et du comité central. Je voudrais également signifier ici que ce qu'on appelle même l'éthique en politique, c'est quoi? C'est le loyalisme, c'est la fidélité, c'est éviter la traîtrise et faire en sorte que vous puissiez travailler pour l'intérêt général et non l'intérêt individuel. Et en cela, je crois que le président Paul Biya, qui protège les minorités, a toujours fait en sorte que, dans le cadre, n'est-ce pas, des élections locales, que tous ceux qui participent aux élections, tous les composantes sociologiques, puissent se retrouver dans les listes. Et il y a une péréquation qui est faite en termes, n'est-ce pas, des états de service du parti. Et ce sont à travers ces états de service du parti qu'on investit, n'est-ce pas, les candidats. C'est pour vous montrer ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire la parole donnée. Moi, je vais prendre deux cas simples. Je prends le cas, n'est-ce pas, du MRC. J'ai devant moi M. Fidèle Djoubissi, Maître Fidèle Djoubissi. Moi, j'ai la chance que je suis les partis politiques au quotidien. Il est l'un des rares à avoir installé la base du MRC à Douala 5e. Où en est-il aujourd'hui? Complètement à la touche. Pendant que les jeunes viennent, pendant que les jeunes viennent, surplomber. Et je vous rappelle pour mémoire pour les Camerounais que même aux élections qui ont été boycottées, c'est Célestin Djamène qui devait être candidat alors que lui l'était, n'est-ce pas, à la base. C'est un exemple pour dire que l'éthique en politique, c'est la parole donnée, c'est le respect de ceux qui travaillent à la base. Donc, ils ne sont pas éthiques, c'est ce que vous voulez dire autrement? Je peux prendre d'autres exemples. D'accord. Je peux prendre d'autres exemples. Les Camerounais qui croient en Maurice Kamto ont fait des contributions pour la Covid-19. L'audit du parti qu'on dit qu'il vole mal est sorti, mais leur audit n'est jamais sorti. Pire encore, ils s'entre-déchirent, ils nous baladent dans des prétextes informatiques où on n'y comprend plus rien. Et vous comprenez là qu'il y a un problème d'éthique. Parce que lorsque vous êtes un homme politique et qu'un citoyen a mis son argent dans une tontine ou dans une contribution, vous devez de rendre compte avec probité. Je ne parlerai pas du président Sambaka. C'est 30 ans dans l'UDC. Je dis bien 30 ans dans l'UDC, qui a suivi un homme fidèlement. Qu'est-ce qui est arrivé? Un monsieur aussi dévoué comme le président Sambaka. Moi, j'ai connu l'UDC, pas le président Sambaka. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à ce que l'épouse a arraché le parti et n'a même pas pensé un jour. On ne va pas vous laisser dire ça comme que ça. le président Sambaka a mis la main dans la pâte pour que ce parti soit visible. Vous savez bien qu'il y a des instances qui se sont
qui sont... Non, non, il y a eu des assises. Non, laissez la politique politicienne. parle Je des suis faits. en train de vous dire quelque chose. Je parle des faits. Non, je suis en train de Il y a vous eu des dire... assises qui ont désigné par intérim un président de l'UDC. Il savait que c'est une présidente. Voilà les faits. Non, c'est le premier vice-président qui devait assurer l'intérim. Et je crois que c'est tout à fait... Je n'ai pas besoin de voir le texte, mais je crois que c'est tout à fait légitime. Et vous voyez donc cette infidélité et cet abus des militants qui font en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à l'opposition, il y a l'éthique. Mais je ne peux pas demander aux Camerounais, aux jeunes comme moi, de suivre ces gens-là. Parce qu'en fait, ils ne rassurent pas. Moi, je suis encadré. On va suivre le RDPC. Je suis encadré et autant je suis encadré, autant je regarde aussi en face, ils sont encadrés. Je crois qu'il y a un problème d'éthique dans la gestion des partis politiques de l'opposition. Et c'est ça qui amène aujourd'hui la création de plusieurs partis, parce que les gens se sont inconfortables. Voilà le président Sambaka qui se retrouve à l'AFP alors que c'était un président tout fait de l'UDC, où il a tout donné. L'UDC n'est pas sur le plateau. Maître Fidèle Djoumissi, il est stoïque et Merci. il ne voudrait pas prostituer son image, mais il est très mal à l'aise dans cette affaire. Mais vous parlez pour tout le monde ce soir. Il est très mal à Vous l'aise. défendez un avocat? Non, je ne le défends pas. Non, je ne le défends pas. Au contraire, je suis en train de démontrer aux Camerounais que ce n'est pas l'exemple. Ce n'est pas l'exemple. Donc, le RDPC est l'exemple. Et c'est le parti aujourd'hui qu'il faille suivre dans le cadre de la fidélité. Vous voulez faire un président? Oui, je voulais dire à Meka que si on se met à citer les dysfonctionnements qu'il y a dans le RDPC, on ne va pas finir ce soir. Et lui dire aussi que Ndam Dioya, qui est le père de l'éthique au Cameroun, n'est-ce pas, a le droit d'avoir plusieurs enfants qui chacun prend sa route. L'essentiel, c'est d'avoir eu cette éducation. L'essentiel, c'est d'avoir eu, n'est-ce pas, cette formation. Et ma foi, c'est la politique. Je ne quitte pas de l'opposition pour aller partir au pouvoir. Absolument. Je quitte de l'opposition pour rester au pouvoir, ce qui suppose, en d'autres termes, que ce sont les bras. Mais... Non, mais ce sont les bras qui se sont multipliés. Est-ce que tu peux prendre la chose comme ça? Vous ne pouvez pas apprécier. Mais parce que ce n'est pas un exemple que vous soutenez un parti pendant 3 ans. Imaginez les efforts que vous faites. Imaginez la mobilisation. Mais on n'est pas dans... C'est ça qu'on a. C'est ça le problème d'éthique. Non, il faut qu'on sache une chose. Oui. On peut être dans un même parti politique et ne pas avoir les mêmes approches et ne pas avoir les mêmes façons de raisonner. Pour moi, la politique... Vous faites un débat de convenance. Non, pour moi, la politique, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que ce n'est pas un strapontin. Mais c'est aussi la loyauté, la fidélité. Ce n'est pas un strapontin pour moi. Oui, mais je vous dis que l'éthique, je peux me revendiquer d'être l'héritier de l'éthique. Vous comprenez? Donc ça ne m'enlève rien du tout. Je ne vais pas à l'encontre de cette science. Je suis dans cette science. Donc je dis, si on a multiplié les bras, mais vous devez quand même reconnaître que le chef de l'État, le président Poulbia, lui, il a tenu parole par rapport à ses lieutenants. C'est un parti de 30 ans où les membres de ce parti, ils sont non, toujours... il ne faut pas faire ce genre de comparaison parce que nous avons été... Nous, aujourd'hui, nous souffrons pourquoi? Parce qu'il y a défaut d'alternance. L'alternance a été cadenassée dans ce pays. Non, il y a des ça a été cadenassé. Non. L'ANC a fait des années pour pouvoir accéder au pouvoir. Il ne faut pas dire que c'est l'usure du temps. Il ne faut pas dire que c'est l'usure du temps qui fait en sorte que vous n'arrivez une fois vous pour la encore écouter même pas hier. Vita aeternam. Vous n'êtes pas encore intervenu. Il y a les leaders de l'opposition ne sont pas éthiques. Mais je voulais quand même le dire, pour le noter, parce qu'il ne faut pas, l'UDC n'est pas, il ne faut pas qu'on se prenne l'UDC sur l'argument avancé à l'époque par l'UDC. C'était de dire qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'article précis qui indexe le vice-président comme successeur de fait. Et moi, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que l'article s'appelle l'article 633. Non, je relevais un argument. Oui. Moi, vous faites bien. Vous faites bien. Vous faites bien. Ça, absolument. Mais je dis que l'UDC n'est pas là. Il est bien quand même de... Il y a un vice-président. Il y a 3 vice-présidents. Il y avait le premier qui était moi. Il y a vous n'avez pas besoin de parler, président. C'était une machination. C'était une machination. Et c'est important de reconnaître devant les Camerounais qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas soutenir un parti pendant 30 ans. Il ne peut pas mettre les bases. L'UDC n'est pas sur le plateau. Non, mais c'est ça l'éthique. C'est ça l'éthique. Lorsque les gens prenez des exemples sur les partis qui sont sur le plateau. Oui, mais c'est ça. J'ai pris l'exemple du MRC. Voilà, laissez l'UDC. J'ai pris l'exemple sur Maître Fidèle Djoumissi, que je connais très bien, qui est un précurseur
du MRC, qui a fait un travail d'appoint et qui n'a pas été... on va sortir de là, hein, parce qu'il y a le dernier... Je vais d'abord corriger ce que mon ami Luther vient de dire. Je vais lui dire que je ne suis pas à la lanterne rouge. Loin s'en faut. Je vais lui dire que à mon égard, mon leader a manqué de loyalisme au point d'être taxé de ne pas respecter l'éthique. Aujourd'hui, je suis parti de la base pour être au directoire du parti. Moi, je suis nommé au directoire du parti où je suis à l'aise. Si on ne me voit pas beaucoup sur les plateaux comme avant, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés. À l'époque, je passais sur plusieurs plateaux parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel. Aujourd'hui, le personnel est tellement important Il a décidé unilatéralement de ne pas vous amener aux élections. Laissez mettre... Ça aussi, c'est un problème d'éthique. Laissez mettre Fidel Dieu, merci poursuivre. Luther, laissez-moi poursuivre. Non, je voudrais dire que l'éthique, c'est une exigence sur la scène politique. C'est l'idéal. Et depuis l'Antiquité, lorsqu'on regarde les travaux d'Aristote, de Platon, de Cicéron, au cœur de la politique, il y avait la morale et le droit. Et la morale et le droit sont tellement inséparables que dans certaines communautés, l'éthique se résume au droit, c'est-à-dire au respect du droit. Et lorsque, dans l'histoire, on a observé que il y a des hommes politiques qui se détachent de l'éthique, qui font la politique politicienne, qui cherchent à conquérir le pouvoir ou à le conserver par tous les moyens, comme mon confrère Maître Payet l'a relevé ici en citant les mains sales de Jean-Paul Sartre. Et que aujourd'hui, ces hommes politiques-là ont pollué la scène politique. Et parmi ces hommes politiques, ils sont nombreux au RDPC, et en commençant par leur chef, qui en 2008, alors qu'à la tripartite de 1991, il y avait ce consensus de limitation du pouvoir pour permettre qu'il y ait alternance. Il a fait le putsch. Il a fait le putsch constitutionnel en faisant sauter le verrou. Et là, il a manqué beaucoup à l'éthique. Donc, si c'est passé au Parlement, le refus de participer aux élections pour le MRC, c'est passé par une instance du parti. Donc, vous ne pouvez pas nous reprocher ça et maintenant dire... Non, il n'avait consulté personne. J'ai des informations là-dessus. Est-ce que vous êtes dans notre parti? Vous êtes au MRC. Le mandataire du MRC vous dit clairement ce qui s'est passé. Non, mais je connais des membres du MRC. Est-ce que ce que vous faites là n'est pas un manque d'éthique? Non. Je connais des membres du MRC de réputation qui ont démissionné et qui disent qu'ils n'ont jamais été consultés, non au directoire. Dans la communication. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a cette catégorie d'hommes politiques qui violent les lois, qui font tout pour utiliser le pouvoir dans leur intérêt personnel et non dans l'intérêt général. Et ces catégories-là, c'est ceux qui ne se conforment pas à l'éthique. Par contre, il y a toujours une catégorie qui tend vers l'idéal, qui veut respecter l'éthique. Et l'opinion nationale comme l'opinion internationale exige sur la scène politique des hommes porteurs d'éthique. Et c'est pour ça que pour accéder à des fonctions, il y a des conditions. On va vous demander de présenter un casier judiciaire vierge. C'est parce qu'on veut avoir des hommes qui sont soucieux, qui sont respectueux de la morale, respectueux de l'éthique. Parce que être un homme du pouvoir, être investi des prérogatives de l'État, c'est que vous êtes comme un arbitre. Un arbitre est appelé à être impartial, un arbitre est appelé à être juste. Et pour être juste et honnête, il faut respecter la morale, il faut respecter le droit. Aujourd'hui, au RDPC, nous trouvons que la plupart
cherche seulement à s'enrichir, ils violent les règles dans leur intérêt personnel. Et c'est pour ça qu'on peut parler dans notre pays de tribalisme de l'État, c'est pour ça qu'on peut parler de corruption. Notre pays a été classé plusieurs fois champion, vous nous envoyez dans la champion transition. de la corruption. Et aujourd'hui, la plupart des membres du gouvernement sont en prison pour détournement des deniers publics. Aujourd'hui, on a le Covid-Gate. Ça, les militants se mobilisent pour aller aux élections. Le non-respect. Ils se mobilisent financièrement, psychologiquement, et que le leader, unilatéralement, avec contre les décide qu'ils ne vont pas aux élections. Ça, c'est abuser, n'est-ce pas, de la confiance. On y va sans transition. Après l'éthique politique, bon, on va parler d'une question qui a certainement trait à l'éthique, même si ce n'est pas formulé ici. Alors, ce rapport, hein, c'est la synthèse du premier rapport, de la première partie, je veux dire, du rapport Covid. André Luther, je veux d'abord savoir, peut-on avoir les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, ce rapport n'est pas encore passé à l'attention des députés à l'Assemblée nationale? À la vérité, j'ai un peu des doutes par rapport à cette procédure, parce que je sais que la Cour suprême est une instance de justice et que lorsque le rapport est fait, il devrait être adressé au ministre de la Justice, au ministre d'État, la justice gardée des Sceaux. Donc, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres usages qui permettent qu'un rapport soit adressé à l'Assemblée nationale et qu'il soit discuté. Je ne sais pas si c'est ça la méthode, je n'y crois pas. Et je suis même très surpris de ces rapports qui se baladent dans les réseaux sociaux, qui se baladent au complot dans les médias. Non, je crois que c'est un document administratif. Il ne faudrait pas que les mauvaises pratiques prennent ancrage dans les mœurs. C'est un document administratif qui doit être confidentiel et qui doit être adressé à qui de droit. Aujourd'hui, je crois que cette mauvaise pratique s'installe dans les mœurs où il faudrait qu'un rapport se balade dans les réseaux sociaux. Est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale n'est-elle pas en droit et même en devoir de s'y interroger, de s'y penser? Je veux dire que c'est quand même là-bas qu'on a voté un budget. C'est eux qui ratifient tous les accords à l'international, notamment que le président signe avec les partenaires. 180 milliards de francs CFA, c'est un engagement qu'on a pris, qu'on devrait rembourser. Le Parlement est quand même intéressé. Il peut s'interroger. Je crois qu'en tant que des députés, ils peuvent peut-être demander qu'on vienne leur expliquer, mais pas revendiquer. Ce rapport ne leur est pas adressé. Ce rapport est un rapport d'une instance de justice qui doit être adressé à la tutelle, au garde des Sceaux, le ministre d'État. Et je crois que lui aussi va servir ce rapport à qui de droit. Je crois que c'est ça la méthode. Bon, maintenant, je crois que il y a des récupérations politiques, parce que quand on parle des députés, il faudrait que ça puisse être évalué, qu'on interroge les ministres, notamment. Bon, c'est aussi de leur devoir, mais il faudrait que ça suive la procédure normale, c'est-à-dire que ce soit adressé à qui de droit. Vous, que pensez-vous de ce rapport, André Luther? Je crois qu'il y a eu des remarques, des objections, il y a eu un certain nombre de critiques. Moi, je me réserve parfois des documents administratifs et de commenter des documents aussi de la justice. Je crois que c'est lorsque la justice va trancher que nous aurons notre mot à dire. D'accord. Sambaka, que pensez-vous de ce rapport? Je dois d'abord dire... Je vois que vous avez beaucoup de feuilles sur la table. Donc je suggère que ces feuilles-là ne montent pas à l'antenne, qu'elles restent sur la table. Vous pouvez les lire éventuellement, mais bon, c'est juste une précaution qu'on prend. Non, moi je ne vais rien lire du tout. D'accord. Je vais tout simplement dire que ce rapport était attendu à l'Assemblée nationale. Les dispositions avaient été prises. Et je pense que c'est le FMI qui s'est arrangé à ce qu'on obtienne cet argent avec des conditions. Donc, si vous voyez, la CAN n'a pas suivi le même processus, c'est parce que le FMI n'était pas derrière la CAN. Mais le FMI était derrière, n'est-ce pas, ce processus. Maintenant, quand on a quitté, n'est-ce pas, cet esprit de parti unique, et qu'on se rende compte que dans la démocratie, l'Assemblée nationale peut demander sa propre enquête par rapport à ce problème, et que c'est son président lui-même qui dit que, bon, la Chambre des comptes a fait déjà une enquête, il faut qu'on attende
Donc, on attend quoi? Que si la Chambre de comptes a fait une enquête, qu'on nous donne donc cette enquête, et ça a été organisé pour que cela soit fait. Mais ça n'a pas été fait, finalement, et puis on se retrouve avec une synthèse qui n'engage pas la Chambre des comptes. Parce que je crois que c'est la première chose, quand vous ouvrez, vous rendez compte qu'il n'y a que le rapport qui engage la Chambre des comptes. Mais cette note de synthèse qui a été faite est quand même explicite pour aller dans le sens de ce que tous les Camerounais savent, à savoir qu'il y a eu des fautes de gestion, il y a eu des surfacturations, il y a eu des détournements. Mais ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est qu'il y a un blocage. Moi, j'appelle ça blocage parce que si tout était serein, ce rapport serait arrivé à l'Assemblée nationale. Et tout laisse à croire qu'il n'arrivera pas à l'Assemblée nationale. Parce que quand vous observez les éléments de langage des militants du RDPC, vous vous rendez compte qu'ils disent tous la même chose, la présomption d'innocence, la présomption d'innocence. Comme si 80% des gens qui étaient dans nos prisons n'avaient pas droit à la présomption d'innocence. Donc, en réalité, pour le scandale est là. Même la note de synthèse, ils ne vont pas se contredire. Parce que si ça ne les engage pas, c'est parce qu'il peut y avoir quelques éléments qui peuvent être modifiés pendant les enquêtes. Mais le gros est là-dedans. Les sommes ont été distraites. Il y a eu des fautes de gestion, etc., etc. Donc, on ne perd rien. L'exécutif a décidé qu'on va attendre parce que c'est l'exécutif, après tout, qui commande le judiciaire, qui commande le législatif au Cameroun. Donc, ils ont décidé ce qu'ils ont décidé. Nos députés n'ont qu'à se tourner les pouces et attendre que l'exécutif puisse déposer ce rapport afin que... Mais, je voudrais dire une chose à mes cas pour terminer, c'est que l'Assemblée nationale est l'émanation de la volonté populaire. Ce qui veut dire que si un dossier tombe à l'Assemblée nationale et que les députés ne nous transmettent pas ça, ils auront failli. Parce que c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Donc c'est populaire, c'est public. Et ce rapport sera public ou ne le sera pas. Et s'il ne l'est pas, ce sera faute à l'exécutif parce que la Chambre des comptes a fait son travail. Maître Frédéric Messi, êtes-vous serein? Oui, je commence par là où vient de finir le président Sambaka pour indiquer que les députés, contrairement à ce que a laissé penser André Luther, les députés ont droit à ce rapport. Et c'est une prescription légale. Lorsque vous lisez à l'article 3 de la loi de 2003, base 005 du 21 avril 2003, portant organisation et fonctionnement de la Chambre des comptes, il ressort que le rapport des travaux de la Chambre des comptes est transmis annuellement au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, c'est une obligation pour que ce rapport se retrouve à l'Assemblée, afin que les députés puissent s'en saisir et rendre compte à leurs électeurs, à leurs mandants. Parce que là, il s'agit d'un mandat que jouissent les députés et que ces députés doivent rendre compte. Et en démocratie, il y a cette obligation de rendre compte, cette obligation de venir dire aux Camerounais ce qu'on a fait des 180 milliards. Parce que les Camerounais s'interrogent sur ce que les 180 milliards sont devenus. Parce que il faut dire merci à Dieu, merci au ciel de nous avoir protégés contre la Covid. Parce que si la pandémie s'était répandue dans notre pays, comme on a vu ailleurs, nous serions peut-être plus sur ce plateau. Beaucoup d'entre nous seraient morts. Et pour cause parce que les agents de l'État ont pris les sommes, les fonds alloués par des partenaires internationaux pour nous protéger. Ils ont pris ça pour utiliser à d'autres fins et que ça s'est retrouvé plutôt dans leur poche. Mais pour moi, ce n'est pas
ce n'est pas ce qui est dans le rapport de la Chambre des comptes qui m'intéresse. Du moment où il y a déjà eu cette dénonciation, je pense que la juridiction compétente, et plus précisément ici, le tribunal criminel spécial, devrait se saisir rapidement du dossier et le traiter avec célérité pour montrer aux Camerounais que ceux qui ont porté... Vous savez bien qu'il n'y a pas que la fortune Chambre des comptes qui a été mise sous le coup, le Conseil supérieur de l'État, le tribunal... Oui, je voudrais dire que... Parce que la Chambre des comptes, le rapport de la Chambre des comptes n'a aucune incidence sur les poursuites judiciaires. Le rapport de la Chambre des comptes, c'est un rapport destiné aux 3 institutions que j'ai citées, la présidence de la République, le Sénat et également l'Assemblée nationale. Et la Chambre des comptes ne vise pas les infractions. Bon, dans le rapport, la synthèse du rapport que nous voyons, on voit qu'il y a dépassement de budget, il y a surfacturation, et tout, mais on ne voit nulle part qu'il y a des infractions qui sont qualifiées. Donc, pour qu'il y ait poursuite et pour que ceux qui se sont emparés de la fortune, qui sont emparés de ces fonds, soient poursuivis et punis conformément à la loi, il faut que le tribunal criminel spécial entre en action. Et pour le faire, il y a au sein du tribunal criminel spécial la police judiciaire, le corps de police judiciaire spécialisé. Ce corps de police judiciaire spécialisé, même à partir de ce document, devrait déjà mener l'enquête préliminaire. Et cette enquête préliminaire qui peut conduire à l'instruction, et au niveau de l'instruction, le juge d'instruction pourra prendre des mesures concernant les auteurs, les co-auteurs et les complices de ceux qui sont rendus coupables de malversation. C'est ça que nous attendons. Parce que s'il est avéré que des membres du gouvernement ou des fonctionnaires se sont rendus coupables des infractions de ce niveau, le code de procédure pénale ne leur permet même plus d'être libres. Parce que le code de procédure pénale prévoit que pour les infractions qualifiées de crimes et où on encourt des peines d'emprisonnement à vie ou bien de peine capitale, il doit avoir automatiquement une ordonnance de détention provisoire. Donc, ils devraient être déjà détenus parce que les laisser libres, c'est leur donner la possibilité de détruire les preuves. Mais ils ne sont pas condamnés, non? Non, non. Mais on devrait déjà les mettre en détention provisoire pour préserver les preuves et empêcher qu'il y ait subornation des témoins. Parce que c'est ça l'objectif de la garde de la détention provisoire. C'est pour faire en sorte que les suspects ou bien les inculpés ne puissent pas détruire vous êtes un peu plus avancé que le rapport. Vous avez déterminé les suspects, les inculpés. Il y a déjà une dénonciation. Et la dénonciation donne déjà la matière au tribunal criminel spécial. Et vous avez parlé du contrôle supérieur de l'État, qui est aussi un organe qui fait le contrôle et donne le rapport. Êtes-vous serein au regard des contours que prennent cette histoire? Très serein parce que c'est que je ne sais pas pourquoi les Camerounais combattent là où on ne doit pas combattre parce que c'est clair, il y a eu Covid-Gate. Quand on parle de Covid-Gate ou de Mouchipou-Gate, ça veut dire qu'il y a détournement. Le peuple s'interroge et face à cette situation, il y a des soupçons pesant énormément sur certains membres du gouvernement. Quand on attend le rapport au niveau de l'Assemblée, l'Assemblée exerce son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Donc quand il y a des cris, on s'interroge comment 180 milliards en un laps de temps. L'Assemblée, Maître Njombisi a bien dit, l'article 3, qui dessine les destinataires du rapport de la Chambre des comptes. Je ne comprends pas pourquoi certains Camerounais trouvent que c'est une aberration que l'Assemblée attende ce document sur sa table
Et si, pour moi, je vois que le document n'arrive pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de compromissions. Et on a peur que vraiment, ça peut faire très mal. Parce que là, avoir la gestion calamiteuse, bon, Maître Njoumessi a tellement parlé là-bas tout à l'heure, c'est tel qu'au Cameroun, il y a une certaine pratique. Semblerait-il que c'est une jurisprudence ou une doctrine qui va naître d'un moment à l'autre. Les ministres, on nous interroge presque, nous, les professionnels et praticiens de droit, comment est-ce que quelqu'un qui a volé un coq ou une poule, immédiatement on l'arrête, il est directement en prison. Et ceux qui marchent même, immédiatement, ils sont en prison. Et pour ceux qui font plus mal la fortune publique, dès que ça arrive, ils sont encore assez protégés. Parce que dans les cas qui sont arrivés au Cameroun, avec tout ce qu'on a, le chef de l'État a pu déclencher comme l'opération épervier et tout consort, un ministre a pu passer, peut-être, je crois, c'était une seule nuit en prison, et il est ressorti très vite. C'est regrettable, bon, mais c'est une pratique. Sinon, pour le cas de Covid, comme on le dit, c'est normal que ça arrive là-bas. La Chambre des comptes a pu gérer, a pu parler. Bon, ça, c'est une synthèse. Et parce qu'au début même, ça dit bien, ça ne les engage pas. C'est-à-dire, si nous pouvons interpréter n'importe comment, à un certain moment, ça ne les engage pas. Mais ils ont tiré des conclusions. Parce qu'effectivement, ils ont analysé le dossier. Et dans leurs conclusions, ils finissent par dire 14 procédures de faute de gestion. Une procédure de gestion de fait. Vous voyez, des trucs où quelqu'un peut bien créer une société fictive et gérer. Et alors, 12 procédures susceptibles d'être poursuivies sur le plan pénal qui peuvent transmettre au ministère de la Justice. Donc nous disons que par rapport à... Parce que la question qui demeure, que cache cette tournure où prend le rapport, ça va, ça ne va pas, parce qu'on nous a dit que ce vendredi passé, c'était le jeudi. Mais le jeudi, on n'a même pas rapporté, on n'a pas rapporté même le programme, l'ordre du jour. Parce qu'on peut déjà établir quelque chose, mais il y a encore quelque chose. On peut prendre des dispositions pour dire qu'on a rapporté, mais on n'a pas rapporté, ça a glissé tout simplement. Donc nous sommes question de sortie. Quelle suite peut avoir donc ce processus-là? Le rapport, est-ce qu'il sera rendu public? Est-ce qu'il sera à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale attend le rapport? Est-ce que les juridictions spécialisées ou alors concernées vont s'en saisir? Quelle peut être la suite, Sambaka? Question de sortie. Ben, la suite sera comme ce pays est fait, c'est-à-dire que l'exécutif décidera. Vous voyez, quand le rapport n'arrive pas à l'Assemblée nationale, parce que si ce rapport arrive à l'Assemblée nationale, ça veut, en d'autres termes, dire que c'est arrivé entre les mains du peuple. Alors, s'il n'arrive pas à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'une fois de plus, l'exécutif aura décidé à qui on tranche la tête, à qui on ne tranche pas la tête. Donc, il n'y a que la dissimulation à ce niveau qui peut se justifier, n'est-ce pas? Parce que, voyez-vous, nous sommes en démocratie, il ne faut jamais l'oublier. Nous avons choisi cette voie. Ça veut dire que les gens qui gouvernent, ce sont des gens qui doivent nous rendre compte. Ce sont des gens qui doivent prendre conscience que la souveraineté appartient au peuple. Alors, si la souveraineté appartient au peuple, il n'y a pas de raison que devant un dysfonctionnement comme celui-là, où des Camerounais se sont retrouvés en train de mourir, et qu'on s'amuse avec l'argent sur la santé des gens. Parce qu'on a distrait le béton, ce n'est pas la même chose que la santé, même si les deux, c'est des distractions. D'accord. Donc moi, je pense que ce qui est certain, c'est que ce retard-là n'est pas un bon signe. Fidèle Njoumessi, Oui, quelle suite? moi, je pense que le retard donne la possibilité à tripatouiller le rapport et peut-être demander à la Chambre des comptes de corriger le rapport conformément au désirata de l'exécutif, comme vient de dire le président Sambaka, pour mettre à l'abri certaines personnes impliquées dans cette affaire et livrer peut-être à la justice certaines victimes expiatoires. Parce que dans tous les cas, il y aura quelques têtes qui vont tomber, étant donné que les bailleurs de fonds mettent la pression sur le régime et que ce régime, nous savons que
ce régime cède toujours à la pression internationale et fait fi de la pression interne. La preuve, c'est que s'agissant de détournement des fonds de la CAN, détournement présumé, vous voulez dire. Détournement de la CAN, pour les fonds de la CAN, des 3 000 milliards. Vous avez enquêté, vous êtes arrivé, également vous enlevez la présomption. Également dans les grandes réalisations, ils ont dit, le Memvele, Menkim, le pont en eau profonde de Kribi, qui a englouti des milliards. Il n'y a même pas eu la moindre enquête. André Luther Meka, quelle suite? Non, je suis un peu parfois très amusé quand je vois les membres du MRC se donner la vague à l'âme sur les problèmes de corruption. Ils sont très corrompus dans le MRC. Non. non, non, c'est important de le dire. Non, je ne vous laisse pas le dire. Non, je vais le dire pourquoi. Non, nous ne sommes pas... Je vais le dire pourquoi. Non, André Luther. Je vais le dire parce que j'ai... Oui. Non. Faites un autre développement, mais je ne laisserai pas de ce plateau qui sont corrompus si vous n'avez pas d'éléments ou de la justice n'est pas arrivé à cette conclusion. Ok, je voudrais donc dire que dans des sociétés sérieuses, lorsqu'un parti a un scandale de détournement, il ne devrait même pas être invité dans un plateau, il ne devrait même pas parler des problèmes d'éthique, vraiment, dans des pays sérieux. Mais je crois que nous allons arriver à ce niveau où lorsqu'un parti politique a un scandale sérieux, ils ne sont pas... Vous savez que le MRC vous rappelle très souvent qu'il y a très peu de militants d'autres partis dans les prisons, non? Ça veut dire que le RDPC serait le premier parti non, sur les parce plateaux. qu'aujourd'hui, on est en train de discuter sur la rigueur du président Paul Biya, qui a commis un audit et qui a toujours fait des enquêtes lorsqu'il y a des déviances, lorsqu'il y a les décideurs ont maille à partir avec la fortune publique. Personne ne peut dénier ça au chef de l'État. Mais vous allez constater que le MRC, qui est sur les plateaux chaque fois, nous crée un labyrinthe dans une affaire d'escroquerie qui n'a pas de nom, mais il donne des leçons de morale aux hommes politiques, au RDPC. Non, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté religieux. Non, s'il vous plaît. Vous expliquez ça chaque fois. Ça ressemble à de l'escroquerie. Non. Pas prescrit. Où est le rapport? Où est l'audit? Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Temps de parole, s'il vous plaît. Je voudrais terminer. Vous terminez en 1 minute. Vous voulez confondre le fonds privé au fonds public? Oui, comme c'est le fonds privé, bouffez ces milliards. Bouffez et ne rendez pas compte aux Camerounais. Mais ne venez pas nous faire des leçons. Je vais terminer en disant que le chef de l'État a toujours commis des audits et a toujours sanctionné ceux qui ont maille à partir avec la fortune publique. Ce n'est pas les rapports qui se retrouvent dans les réseaux sociaux ou à l'Assemblée nationale qui vont faire en sorte que cela soit exempté. Non, ceux qui seront coupables, bien sûr, vous avez lu la lettre, les complices, les co-auteurs et tout. Cela veut dire que la procédure est enclenchée. Attendons que la justice tranche pour que nous puissions parler des détournements. Comme il a toujours sanctionné, après Covid-Gate, on fait les Can-Gate. C'est ça? Écoutez, André Luther Meka, Maître Paul Payer, Maître Fidèle Dumessi, Cyril Sambaka, merci infiniment d'être venu réfléchir ce soir. On va apporter du vôtre à la réflexion. Menée pour le plaisir de nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, merci d'être resté regarder ce programme. Bonsoir.